Donc dans la vidéo précédente, on a énoncé et démontré un certain nombre de choses, et notamment le corollaire 8, qui dit que si U est un endomorphisme de E, où E est un espace vectoriel de dimension finie, U injective équivaut à U surjective équivaut à U bijective. Donc là, on va voir un exemple particulièrement important, puisqu'il va montrer que ce corollaire 8 est faux si on n'est pas en dimension finie. Donc ici, je vous propose de regarder deux endomorphismes de R puissance grand N. R puissance grand N, on a déjà démontré d'ailleurs que c'est un espace vectoriel de dimension infinie. Donc, je rappelle, hein, ça c'est l'ensemble des suites, c'est l'espace des suites. Donc l'application F, c'est l'application qui a la suite UN associée à la suite UN plus 1. J'ai écrit ce que ça voulait dire. Donc en fait, ça veut dire qu'on a pris une suite, et finalement, on a fait un décalage vers la gauche, puisque le terme U1, qui était censé être en deuxième position, hein, normalement une suite c'est U0, U1, U2, donc le terme U1 qui était en deuxième position est venu en première position, et ainsi de suite. Donc ça c'est ce qu'on appellera, l'application F, c'est ce qu'on appellera le décalage vers la gauche. Et G, c'est le décalage vers la droite. Alors si je décale tout vers la droite, U0 il était en première position, si je le décale vers la droite, ça veut dire qu'il reste un espace vide, et on l'a comblé par un 0. Bon. On peut démontrer, je ne l'ai pas fait ici, que F et G sont deux applications linéaires, donc plus précisément deux endomorphismes de R puissance grand N. Et on va démontrer que en fait, F est surjective et non injective, et au contraire, G est injective et non surjective. Donc pour prouver ça, on va considérer F rond G. Pourquoi? F rond G, elle fait quoi? On prend une suite, donc d'abord on fait G, G il est à droite, donc d'abord on fait G. On prend une suite, on la décale de cette manière-là en introduisant un 0 en première position. Donc on la décale vers la droite, et ensuite on redécale vers la gauche. Donc si on décale vers la gauche, le U0, donc le premier terme, donc là en l'occurrence 0, il part, et on redécale tout vers la gauche. Donc finalement, vous voyez bien qu'on retombe sur la suite initiale. Donc qu'est-ce que je viens de prouver? Je viens bien de prouver que F rond G, c'est l'application identité. Or, l'application identité est bijective, ce qui veut dire que F rond G est bijective. Donc en particulier, F rond G est injective. Et vous vous souvenez, j'espère, que quand on a une composée qui est injective, alors celle de droite est injective. Donc là j'ai prouvé du coup que G était injective. Mais F rond G est bijective, ce qui veut dire aussi que F rond G est surjective. Et là aussi on a déjà démontré que quand on a une composée qui est surjective, alors celle de gauche est surjective. Donc ce qui me dit que F est surjective. Maintenant, pour démontrer que F et G sont respectivement non injectives et non surjectives, on va considérer la suite UN. C'est une suite qui prend, qui vérifie U0 égale 1, et dont tous les autres termes à partir du rang 1 sont tous nuls. J'aurais pu d'ailleurs définir cette suite comme étant une suite géométrique de premier terme 1 et de raison 0, mais peu importe, c'est beaucoup plus clair de le dire comme de l'écrire comme je l'écris sur la feuille. Donc ce qui est assez facile de voir, c'est que UN est dans le noyau de F. Pourquoi? Si je prends cette suite et que je fais ce décalage, tout bonnement je supprime le U0, il reste tous les autres termes à partir du rang U1, et donc à partir de U1 je veux dire, et donc vous comprenez bien que j'obtiens la suite nulle si je fais ce décalage par l'application F. Donc ce qui prouve bien que UN est dans le noyau de F. Or UN n'est pas la suite constante égale à 0, donc on vient de prouver que le noyau de F contient du coup un élément qui n'est pas autre que l'élément 0, donc ça prouve bien que F est non injective. Ensuite pour l'application G, je regarde toujours cette suite UN, et ce qui est évident, c'est de voir que cette suite UN n'est pas dans l'image de G. Pourquoi? Dans l'image de G, les suites qui sont dans l'image de G, elles commencent toutes par un 0. Bon, une autre manière de le dire, c'est que la suite UN n'a pas d'antécédent. Cette suite UN que je viens de définir ici n'a pas d'antécédent, puisque elle n'est l'image de personne, elle a un 1 en première position, alors que si elle était l'image d'une certaine suite, elle commencerait par 0. Donc on a bien démontré que du coup G n'est pas surjective. Une dernière remarque sur cet exemple, c'est que en fait ce qu'on vient de prouver ici reprouve que R puissance grand N est un espace vectoriel de dimension infinie. En effet, si R puissance grand N, si l'espace vectoriel était de dimension finie, ça n'existerait pas tout simplement une application F qui serait à la fois surjective et non injective, ça n'existe pas en dimension finie.
Donc, du coup, j'en déduis que R puissance grand N est de dimension infinie, puisque là, ça existe, une application surjective et non injective. Corollaire 9, caractérisation des éléments inversibles de l'anneau L2E plus rond. Donc encore une fois, on prend U, un endomorphisme de E, un espace vectoriel de dimension finie. On a l'équivalence entre être inversible à gauche, être inversible à droite et être inversible. Donc déjà, je vais rappeler ce que c'est être inversible dans un anneau. Ça veut dire qu'il existe un B dans A tel que... Donc dire que A est inversible, ça veut dire qu'il existe B dans A tel que AB égale BA égale 1. Mais on a aussi la notion d'inversible à gauche, ça veut dire qu'il existe un B simplement tel que BA soit égal à 1. Ou A est inversible à droite, ça veut dire qu'il existe un B tel que AB est égal à 1. Donc vous comprenez évidemment que si A est tout simplement inversible, alors automatiquement ça implique que A est à la fois inversible à gauche et inversible à droite. Donc du coup ici, si je note 1, 2 et 3, c'est 3 assertions, vous comprenez que ce que je viens de dire, c'est que 3 implique 2 et 3 implique 1. Du coup, on va juste démontrer que 1 implique 3 et que 2 implique 3. On y va. Pour 1 implique 3, on suppose donc que U est inversible à gauche. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il existe un V dans l'anneau, ici l'anneau c'est L2E, tel que V rond U égale I2E. Or, I2E est injective, donc V rond U est injective. Et encore une fois, si une composée est injective, alors celle de droite est injective, donc U est injective. Or, E est de dimension finie, donc le corollaire 8 assure que U est bijective. On a un endomorphisme en dimension finie. Si l'injectif, automatiquement, il est bijectif. Du coup, on en déduit que U est inversible dans L2E, puisque si U est bijectif, U-1 existe, et du coup on a U rond U-1 égale U-1 rond U égale I de E, et donc ça prouve bien que U est inversible. Bien sûr, il y a une chose importante, c'est que U-1 appartient à L2E. Vous voyez, dans la notion d'inversibilité, quand je dis que A est inversible, ça veut dire qu'il existe un B dans grand A. Donc là, le U-1, il faut quand même vérifier qu'il est dans L2E, mais on le sait, pourquoi ? Parce qu'on a déjà démontré dans le chapitre 18 que si on a une application linéaire qui est bijective, alors sa réciproque est elle aussi linéaire. Mais donc cette hypothèse-là est indispensable, cet argument U-1 appartient à L2E est indispensable pour pouvoir démontrer que U est inversible dans l'anneau L2E. Pour 2 implique 3, je l'ai fait plus rapidement parce que c'est à peu près la même chose, je suppose U inversible à droite, ça veut dire cette fois qu'il existe V tel que U rond V égale I de E. Or, I de E est surjective, donc U rond V est surjective. Et encore une fois, une composée est surjective, alors celle de gauche est surjective, c'est-à-dire U est surjective. Et on conclut exactement de la même manière, E étant de dimension finie, corollaire 8, U est bijective, et on conclut exactement de la même manière. On termine cette vidéo par, rapidement par ceci, dimension de L2E dans F, donc à condition que E et F soient deux espaces vectoriels de dimension finie, alors le K-espace vectoriel L de E dans F est de dimension finie. Et sa dimension, c'est quoi? C'est le produit des dimensions de E fois la dimension de F. Donc pour démontrer ce théorème, on va introduire une application linéaire, phi, qui a petit f, une application linéaire de E dans F, associe le n-uplet f de E1 jusqu'à f de En. J'ai pas dit ce que c'était petit n c'est la dimension de E, et E1 jusqu'à En c'est une base de E. Donc vous voyez, on prend une application linéaire petit f, et on lui associe f de 1 jusqu'à f de En. On peut démontrer, et on va démontrer que phi est un isomorphisme. Une fois qu'on aura démontré que phi est un isomorphisme, ça voudra dire que ces deux espaces vectoriels-là sont de même dimension. La bijectivité, c'est très simple, parce que le rappel de la page 14 dit directement que si on fixe n vecteurs, on va dire y1 jusqu'à yn de grand F, il existe une unique application linéaire de E dans F qui envoie E1 sur y1 et ainsi de suite En sur yn. Donc vous voyez que si je fixe un élément dans l'ensemble d'arrivée, j'obtiens un unique antécédent. Ça prouve bien de manière automatique que phi est bijective. Maintenant ici, je vous laisserai lire, j'ai juste démontré que phi est linéaire. J'en déduis que phi est un isomorphisme de L2 dans F puissance n. Du coup, la proposition 10 nous dit que, en dimension finie en tout cas, quand on a deux espaces qui sont isomorphes, c'est bien le cas de ces deux espaces, ils sont isomorphes, du coup, ils ont même dimension. Donc la dimension de L2 dans F, c'est la dimension de F puissance n. Là, j'ai une dimension d'un produit cartésien. La dimension d'un produit cartésien, je vous rappelle, ça me donne la somme des dimensions. Donc ici, j'obtiens n fois dim de F, ça fait dim de E fois dim de F. En particulier, dim de L de E vaut dim de E fois dim de E, c'est-à-dire dim de E au carré. Et j'ai donné des exemples ici.